RCF. Il est tout juste 17h, merci d'avoir choisi RCF Savoie, émission spéciale en direct avec Bruno Fournier et ses invités. Retour sur les événements de la journée, ces rassemblements citoyens organisés dans de nombreuses villes de Savoie. Notre émission spéciale, en effet, William, en lien bien sûr avec les événements qui, depuis mercredi dernier, marquent, meurtrissent aussi la France entière, avec ce dimanche après-midi même, le grand rassemblement à Paris, 50 gouvernements étrangers représentés et une multitude, 2 millions de participants, mais aussi un peu partout en France, et notamment à Chambéry, où on peut estimer à 20 000 les participants. Ce sont les derniers chiffres communiqués par les renseignements généraux qui peuvent être donc considéré comme fiable. Le rassemblement qui est parti à 15h du palais de justice, on voyait affluer la population de toutes les rues de Chambéry vers le palais de justice, y compris ensuite qui se sont ralliés au défilé qui a démarré un petit peu après 15h. Nous étions présents bien sûr pour RCF Savoie et je vous propose tout de suite d'ailleurs de voir l'ambiance avec 3 générations représentées. Raymond, 65 ans, de Novalaise, Mélissa et son amie Dora, 17 et 16 ans, Christophe, 39 ans. On a vraiment 3 générations, on peut le voir, qui vont intervenir, à commencer par Raymond. Et ceci, ça va être dans l'ambiance, entrecoupé d'applaudissements, vous le verrez, et de consignes pour le départ de ce défilé. Alors nous écoutons tout de suite, en premier lieu, Raymond. Je suis très ému, c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés. À exprimer ? Oui, parce que c'est des gens de ma génération déjà que j'admire énormément, pour qui j'avais déjà énormément de respect. Et le fait qu'ils soient disparus si brutalement, ça me bouleverse. Et au-delà d'eux-mêmes, c'est toute la liberté d'expression qui est en jeu. Tout à fait, oui. Je suis surtout là pour ça. C'est vrai que j'ai du mal à m'exprimer depuis plusieurs jours, parce que même avec mon épouse, je n'arrête pas de pleurer, parce que c'est quelque chose qui me bouleverse. C'est important dans ces moments, justement, vous le dites, votre émotion, de la partager avec... Oui, tout à fait, c'est pour cette raison que je suis là essentiellement. Je me rends compte qu'effectivement, c'est partagé par toutes les générations, des jeunes, des moins jeunes, des gens de toutes confessions. Et c'est vrai que ce rassemblement, ça met beaucoup de baume au cœur. Pour moi, c'était indispensable d'être présent aujourd'hui. Pour RCF, un prénom ? Mélissa. Mélissa. Quel âge ? 17 ans. 17 ans, vous êtes là, présente avec votre amie ? Oui. Avec Dora. Quel est votre sentiment en ce jour ? On est choqués, on est un peu choqués quand même. Et on vient soutenir la liberté d'expression. Avec vos parents ? Oui. Donc c'est toutes les générations ? Oui, ça touche toutes les générations. Et au-delà, pour vous, qu'est-ce que ça exprime ? La liberté d'expression ? Oui, la liberté d'expression, les droits des âmes aussi, parce qu'on est dans un pays libre, c'est pas normal, on vient vraiment soutenir ça. C'est le plus important, la liberté d'expression. Bonjour. Votre prénom ? Christophe. Christophe, quel âge ? 39 ans, Chambéry. De Chambéry, vous participez à cette marche qui démarre. Quel est le sens pour vous ? Le sens, c'est de s'afficher contre le terrorisme, pour la liberté, pour le respect des autres, contre ces fanatiques qui veulent semer la terreur et leur dire qu'on n'a pas peur et que nous sommes tous solidaires. Tous solidaires de toutes les religions, de tous ceux qui portent les mêmes valeurs que nous. Et on est tous solidaires aujourd'hui. Est-ce que pour vous, est-ce que ça va se perdurer ? Est-ce qu'on va en tirer l'enseignement ? Oui, je crois. Et la démonstration du nombre de personnes qui sont aujourd'hui présents ici autour de nous montre bien que la majorité des gens est dans cette mouvance-là et pas dans l'autre. Oui, on l'a vu, donc une émotion générale de toutes les générations, répétons-le, et tout ceci bien sûr qui a pris son départ à 15h, 15h10, durant 1h30 de défilé, et sous les yeux bien sûr bienveillants des forces de l'ordre, avec notamment le commissaire Jacques Zanalda, directeur départemental de la sécurité civile, qui était présent en civil, qui observait et qui participait lui-même à cette manifestation, et dont nous avons pu avoir le témoignage. Il faut effectivement que ce rassemblement se
passe dans les meilleures conditions et donc les forces de l'ordre sont là pour assurer le rassemblement dans la meilleure manière possible. Et les forces de l'ordre qui sont directement concernées, donc qui sont aussi partie prenante dans cette journée. Oui, bien évidemment, nous sommes particulièrement concernés car touchés par le décès de nos collègues, en plus des journalistes et autres personnes qui ont péri dans ce drame. Et vous sentez que tout le monde, toutes les générations, toutes les catégories sociales sont soudées sur cet événement? Oui, il y a un élan manifestement de la population, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. C'est quand même quelque chose qui fait très chaud au cœur. Oui, alors William l'a dit au tout début de cette émission, nous sommes en présence de pas mal de personnes aussi autour du plateau. Nous aurons des interventions téléphoniques encore. Et puis nous sommes avec Mireille Basset, présidente de RCF Savoie. Alors Mireille, RCF Savoie fait un effort particulier. Vous pouvez nous dire dans quel cadre elle le fait? Moi j'ai envie surtout de dire que sur cette radio, peut-être encore plus que sur une autre, nous avons un message à faire passer, un message de tolérance, de respect envers l'autre. Et en revenant de cette marche de solidarité, je me disais que je n'avais jamais vu ça à Chambéry depuis 33 ans que j'y suis. Et comme j'entendais du reportage que vous avez fait, des personnes que vous avez interviewées dans le défilé, il y avait absolument toutes les générations, énormément de familles, énormément d'enfants, de jeunes et de vieux, de plus vieux, de moins vieux. Voilà. Et je le redis juste, je pense que nous avons vraiment, vraiment un message à faire passer sur cette radio. Oui, et puis nous sommes aussi avec Alain Lançon, chroniqueur sur RCF Savoie, et plus spécialement d'ailleurs sur une émission sur la solidarité internationale, qui va nous apporter également son propre témoignage. Alain? Oui, bien écoutez, lors de la manifestation, il y a deux choses qui m'ont frappé. C'est la dignité, bien évidemment. Et puis, j'ai relevé aussi une petite affiche qu'une personne portait et qui indiquait que la violence est l'arme des faibles. Et je crois que ça, c'est certainement aussi très important, significatif. Juste apporter un témoignage aussi parce que, comme Bruno l'a dit, je fais une émission sur la solidarité internationale et après les événements de mercredi, j'ai eu un élan d'amis qui sont à l'étranger, notamment dans des pays musulmans, et en particulier sur l'Albanie, sur la Tunisie, et j'ai eu à la fois des coups de téléphone spontanés et puis des mails. Et ça, je voulais quand même aussi en apporter le témoignage parce que ça montre que ces prétendus terroristes, ces terroristes prétendus se réclamant de la région musulmane, n'ont pas non plus dans leur pays, bien évidemment auprès de l'ensemble de la population, des échos positifs, et en particulier, je peux vous dire que sur la Tunisie, que je connais le mieux, ils sont très inquiets aussi parce que dans la montagne de Tunisie, et même y compris à Tunis, dans les quartiers, il y a un certain nombre aussi d'intégrisme qui se met en place et qui ne représente pas, pour mes amis qui sont musulmans, la vraie religion musulmane. On pourra, merci Alain en tout cas pour votre témoignage, on pourra revenir sur le sujet un peu plus tard avec nos participants ici même. Et tout d'abord, j'aurais voulu avec Yvan Rodolphe, bénévole sur RCF Savoie, qui était présent tout au long du défilé. On a parlé du démarrage, Mireille nous a parlé un petit peu aussi de la suite. Vous avez suivi jusqu'au bout, comment ça s'est terminé ? Alors, en fait, il y avait encore une foule nombreuse, on était du côté de l'avenue Jean Jaurès. On a parlé du démarrage tout à l'heure, on a eu énormément de monde, on a mis un temps fou à pouvoir partir de la place du Palais de Justice, et je pense que c'est important de le signaler, c'est-à-dire que c'est en mettant autant de temps à démarrer qu'on peut imaginer à quel point la foule était nombreuse et compacte. Le défilé n'est pas encore terminé, je pense qu'il y a encore énormément de gens qui sont en train de marcher, et c'est important pour nous tous de se retrouver, voilà, de retrouver qu'on est tous unis, et ça fait du bien. Honnêtement, dans ces moments un peu compliqués. Vous avez senti justement que les gens, moi je l'ai senti déjà les autres jours, aujourd'hui aussi, les gens ont besoin de parler entre eux. Oui, tout à fait. Ouais. Non seulement les gens ont besoin de parler entre eux, ont besoin de se sentir épaulés et tous unis. Encore une fois, je pense que le mot important pour moi, c'est l'union et l'unité.
ce qu'on peut représenter tous ensemble. Alors on a insisté beaucoup sur le fait qu'il y ait toutes les générations, comme on l'a dit. Irène Bacler, vous êtes professeure au lycée Vaugelas, donc bien placée, vous connaissez les jeunes. Cette présence assez forte de cette jeune génération, quel signe ça peut représenter pour vous ? Alors c'est bien sûr un excellent signe de conscience citoyenne, existentielle, philosophique. Moi, dès mercredi, j'ai des élèves qui étaient au courant mercredi après-midi en cours et qui ont réclamé dans ma classe des minutes de silence. Et je les ai vus ensuite le mercredi soir, le jeudi soir et aujourd'hui place du Palais de Justice. Et je les vois en quelque sorte sommés de tenir le crayon vers le ciel, sommés de s'approprier d'une part leur histoire qui va chercher depuis les précurseurs de la Révolution française une pensée de la liberté d'expression, une pensée de la liberté individuelle, sommer aussi ces jeunes de s'approprier des valeurs universelles qui sont encore aussi celles de la liberté d'expression et qui comprend aussi la liberté de caricaturer. Je les ai vus aussi me dire que le rire était le propre de l'homme et ils l'ont appris en philosophie. C'est Aristote qui le disait, puis c'est Rabelais qui le dit. Et ce rire, c'est toujours une prise de distance par rapport à ce que l'homme est. C'est toujours une manière de pointer en soi ce qui est décevant, ridicule, insuffisant, dérisoire. Rire, c'est toujours rire de soi. Et ce rire, il a le droit de s'exprimer sur la scène publique. Et cette liberté sur la scène publique, dans la caricature, dans l'impression, c'est un des principes de notre vivre ensemble, qui fait que, eh bien, les singularités peuvent exister sans pour autant régner. Alors c'est un principe de liberté, c'est un principe qu'en philosophie, j'ai essayé aussi d'enseigner sous le nom de magnifique nom de laïcité, qui vient du grec laos et qui signifie tout le monde, que tout le monde puisse exister sans régner par ses communautés, ses attaches, de manière à ce que le vivre ensemble soit possible. Merci Irène, et je l'ai dit en début de cette émission, nous aurons des contacts sur le terrain également, et je crois, William, nous avons Jacques Kiroux d'Albertville, c'est cela ? Alors nous devrions avoir Jacques Kiroux. Ah, un petit problème au niveau du standard, bien. Bruno. Alors nous allons peut-être attendre un peu, puis en attendant, on va passer peut-être, William, si on peut avoir l'interview de Stéphane Pillet, qui lui est président de Savoie de la Ligue des droits de l'homme, qui avait prévu le rassemblement de vendredi, qui a lancé aussi l'appel pour aujourd'hui, et qui nous explique un peu, lui, ce que représente l'ensemble de ces rassemblements. Stéphane Pillet, président de la Ligue des droits de l'homme en Savoie. On sait que beaucoup de gens sont heurtés, beaucoup de gens sont touchés. Les autres rassemblements, et notamment le premier à 18h mercredi, ont été très spontanés. En tout cas, celui-là a été spontané, comme partout en France. C'est quelque chose de très significatif et de très encourageant aussi pour les droits, parce que ça veut dire que les gens ont encore une conscience. Et ça, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur, tout simplement, et qui donne de l'espoir à tous les défenseurs des droits de l'homme et globalement à tous les gens qui ont une conscience. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est une boucherie, évidemment, et que sur le sol français, c'est difficilement admissible, c'est difficilement croyable. On ne peut pas rester comme ça, les bras ballants, et c'est pour ça que tout le monde a envie, non pas de rester dans son coin, mais de venir avec les autres, discuter, partager, faire partie de quelque chose. Et je crois que si autant de monde aujourd'hui se presse sur les places, à travers la France et notamment à travers la Savoie, c'est aussi parce que ça nous dépasse individuellement. C'est pas seulement parce qu'on a peur d'être victime, nous, dans n'importe quelle ville, parce qu'on voit que ça touche toutes les villes. Je crois que c'est vraiment parce que les gens ont la conscience de quelque chose, que quelque chose ne va pas, qu'on attaque quelque chose de très fort, de très puissant dans notre pays, qui est la liberté d'expression et qui sont les droits de l'homme. Aujourd'hui, si on attaque les journalistes, si on attaque le droit de caricature, la liberté d'informer, je crois que c'est que quelque chose va très mal, que ça ne peut pas aller bien comme ça. Donc voilà, nous sommes là pour témoigner de ce qu'il y a quelque chose en France aujourd'hui et notamment en Savoie pour s'opposer à ce mouvement de barbarie qui essaye d'entrer en France. Mais je veux surtout dire qu'il nous faut nous garder absolument de tout amalgame avec qui que ce soit en France et en particulier avec les musulmans de France. Parce que les musulmans de France, ce sont des Français. L'islam, ce n'est qu'une religion, mais les gens sont français, comme les autres Français, et je crois qu'il faut vraiment éviter de partir dans une spirale de violence, parce que ce n'est pas ce que voulait Charlie Hebdo, ce n'est pas ce que voulaient ces journalistes. Eh bien, nous venons donc d'entendre Stéphane Pillet, président de la Ligue des droits de l'homme en Savoie. Et je crois que cette fois, nous avons pour de bon Jacques Kiroux, journaliste, notre correspondante en quelque sorte à Albertville, qui a vécu les événements à Albertville. 1000 personnes le premier jour, 3000 je crois aujourd'hui, n'est-ce pas Jackie ? Oui, c'est les chiffres fournis par la police. 3000 personnes s'étaient en effet rassemblées place de l'Europe.
Et ce nom, la place de l'Europe, c'est tout un symbole, bien sûr. Nous avions fait déjà 2 temps de recueillement jeudi, à 11h et à midi. Nous avions fait une marche à la demande de tous nos lycéens vendredi. Il y avait encore un temps de recueillement vendredi soir à la demande de plusieurs associations, comme la Ligue des droits de l'homme. Et là, notre maire, Martine Berthet, a décidé, au moment où la grande marche partait de Paris, qu'on devait également tous se rassembler pour défendre la liberté d'expression. Et quelques personnes ont entonné la Marseillaise que nous avons tous chantée. Et ça a été un moment ensuite d'échange entre nous et ça a été un beau moment d'émotion. Oui, Jackie, en plus, vous m'aviez dit hors téléphone, hors studio, que les étudiants eux-mêmes, puisqu'on parlait de la jeunesse, avaient demandé un rassemblement qui a eu lieu jeudi avec 1000 personnes aussi, je crois, à Albertville. Tous les lycéens d'Albertville, de tous nos lycées, sont venus nous demander de mettre en place une marche qui a eu lieu vendredi à 10h. Et là aussi, ça a été un grand moment. Tous les étudiants étaient là. Et les élus également, plusieurs personnes, un petit peu de tous les quartiers d'Albertville, de toutes les professions. Beaucoup avaient donc abandonné leur emploi pendant 2 heures pour participer à cette marche. Là aussi, un grand moment. Merci Jackie, vous voyez quelque chose à ajouter ? C'est-à-dire que je suis journaliste avant tout, je l'ai été pendant 30 ans, je suis une citoyenne, pour moi c'était important de répondre présent, il faut dire non à la violence, à la peur, il faut préserver la liberté d'expression, mais la liberté tout court. Et Jackie, vous irez, je pense, dans le même sens que moi, vous êtes journaliste, je suis journaliste, et il ne faut pas se leurrer dans cette histoire. Bien sûr, c'est Charlie Hebdo, mais c'est toute une profession qui est concernée, car vous-même, moi-même, on a subi un jour ou l'autre des pressions ou fait l'objet même de menaces, à quelque niveau que ce soit. Et je tenais à préciser qu'il n'y a pas de petite et de grande information, notre rôle étant de savoir et faire savoir, comprendre et faire comprendre, comme l'a dit un jour Françoise Giroud, qui fut directrice de l'Express. C'est pour cela que la liberté d'expression est essentielle comme garante de notre démocratie, n'est-ce pas, Jackie ? Oui. Et là, j'ai vu encore qu'à Hambourg, en Allemagne, on avait mis le feu dans un journal, dans un quotidien. Tout ça parce qu'il a aussi également passé une caricature. Je trouve ça vraiment abominable. Voilà. Merci encore Jackie, en tout cas pour votre témoignage. Et nous allons bien sûr continuer cette émission, cette table ronde, on peut le dire, au sujet de l'événement national, international que nous traversons depuis plusieurs journées en France. C'est l'occasion aussi de parler bien sûr de cet aspect interreligion, de toutes les religions qui sont concernées dans cette affaire. Avant peut-être donner la parole à Bruno Michaud, qui est justement délégué diocésain pour les relations avec l'islam et qui est en présence aussi, nous le verrons, d'un invité. Nous allons peut-être avoir la réaction de Foudil Medanaji, qui est le président des familles musulmanes, William. Je suis choqué, je suis d'autant plus choqué que je prévoyais ça et que je sais que les premières personnes qui sont touchées par ce drame, c'est aussi les musulmans. Nous sommes doublement insultés. Et d'une part parce qu'on utilise l'islam pour tuer des gens et donc et ça nous ébranle, ça nous fait un mal considérable parce que il faut que la France sache effectivement que ça n'est pas ça l'islam. L'islam d'ouverture, l'islam d'amitié, de fraternité, l'islam qui doit faire un travail de recensement pour pouvoir être pour la laïcité d'aujourd'hui. Vous voyez ? Bien, nous avons entendu Foudil Medanaji, président de l'Union des familles musulmanes. Bruno Michaud, vous qui êtes délégué interdiocésain justement pour les relations avec les musulmans, une réaction à cette réaction, si l'on peut dire. Je suis tout à fait d'accord avec Foudil. La question d'aujourd'hui, après ces événements, mais en même temps, cette grande manifestation nous donne un signe d'espoir. C'est quelle va être l'incidence sur les relations qu'on a déjà pu établir avec les musulmans. Et c'est vrai qu'ils sont, et je dirais aussi, quelles conséquences va avoir ce drame sur mes
co-religionnaires, les chrétiens, les catholiques. Comment vont-ils réagir dans cette situation? Comment vont-ils voir leurs voisins musulmans? De par vos propres relations que vous entretenez, que vous avez régulièrement avec les mosquées notamment, quel est votre sentiment profond pour l'avenir? Alors moi j'ai surtout des relations avec les responsables des mosquées, avec quelques musulmans aussi de base, en particulier à Chambéry, entre guillemets de base, en particulier à Chambéry-le-Haut. Il est bien entendu que dans nos relations immédiates et depuis quelques années, je n'ai jamais eu de problème avec nos amis musulmans. Ça, c'est très clair. Et eux-mêmes, comme Foudil le redisait, ils sont blessés par ce qui s'est passé et ils vont être forcément, j'ai déjà vu, il me semble, dans le journal, dans Le Monde d'aujourd'hui, des réactions de femmes musulmanes qui, je dirais pas n'osent plus sortir, mais quelque part, qui sont angoissées de sortir en ville. Effectivement, vous confirmez les témoignages que j'ai pu avoir moi-même sur le terrain en interrogeant. Il y a comme un sentiment de peur. Ils sont un peu coincés, on peut le dire, entre l'image qui est répercutée de leur communauté et puis les intégristes qui sont présents aussi en sous-main derrière. Et je crois que c'est une situation un peu invivable pour eux. Mais certainement, imaginons-nous dans cette situation, une bande d'activistes chrétiens semant la terreur dans notre pays. Qu'est-ce qu'on fait? Comment je vais réagir par rapport à ces gens-là? C'est vraiment assez insoutenable comme situation. Bien, et c'est pour ça, et c'est pour ça que je pense que les chrétiens doivent être particulièrement présents avec les musulmans qu'ils connaissent, avec les musulmans avec lesquels ils ont des relations. Merci Bruno. Nous continuerons un peu le débat, notamment avec Ahmed Bouerden, qui est chercheur en histoire. Mais nous avons cette fois, je crois, donc la pasteure Nicole Rouland-Rupp. C'est le cas, William? Tout à fait. Je crois que Nicole est au téléphone. Bonjour. Alors, comment avez-vous vécu ce rassemblement de cet après-midi? Mais c'était très bon enfant. Voilà, il n'y avait pas de slogan. C'est vrai que ça s'est passé vraiment dans le calme. Là, le cortège se termine. Il n'y a plus grand monde sur la place du tribunal, et ça s'est terminé par des chants en fait, par le canon de la paix, par Oh Freedom. Et c'est vrai que voilà, c'était un moment très fort là sur la fin. Donc voilà, il y a encore quelques personnes qui sont là, rassemblées. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont pas réussir à repartir chez eux tout de suite. Voilà, mais c'est vrai que c'était très bon enfant en fait. Oui, et en tant que pasteur, donc représentant l'Église unie des protestants en Savoie, vous avez aussi peut-être un avis à donner sur cet aspect, puisqu'il y a les musulmans qui sont d'un côté, nous les catholiques, vous les protestants, au milieu de cet événement. Comment réagir sur le plan religieux? Alors c'est vrai que là on s'est pas manifesté en tant que chrétiens, on était dispersés, les paroissiens de Chambéry, d'Aix étaient un peu dispersés partout. Vendredi on était invités à la mairie, donc catholiques, juifs, protestants et musulmans, pour justement voir comment faire, comment avancer. Et voilà, notre message il est clair, hein, on est là pour semer la paix et donc en totale solidarité avec tous. J'entendais parler tout à l'heure de la peur des musulmans, que les musulmans ont peur en ce moment. On a eu des témoignages de représentants donc de mosquées qui nous disaient qu'ils s'étaient enfermés, ils avaient baissé les volets, ils avaient éteint la lumière pour prier vendredi. Et ça, c'est pas normal en France non plus. Oui, bien sûr. Merci en tout cas de ce témoignage très fort, Nicole. Et en plus, nous aurons rendez-vous, bien sûr, il y a la semaine justement de l'unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier, sous le signe de l'œcuménisme. Ça sera l'occasion peut-être aussi de reparler de tout cela. Oui, je pense, oui. Oui. Merci en tout cas. Et puis nous revenons sur le plateau. Irène Batler, une intervention suite à ces réactions. Oui, je voulais juste revenir sur la parole de Monsieur Michaud tout à l'heure, à propos de la crainte des musulmans. C'est vrai que Jean-Paul II disait à propos des Juifs, nos frères aînés, eh bien nos frères musulmans, bien sûr, il ne faut pas du tout, ce serait leur faire trop de violence et d'injustice, les confondre avec ces immondes terroristes. Et moi, j'ai eu énormément de témoignages de professeurs
professeurs qui ont justement devant leurs élèves fait vivre l'idée qu'aucun amalgame n'est absolument justifiable, n'est à faire, et que les magnifiques sourates du Coran apprennent aux croyants à aimer leur prochain et à aimer Dieu. Merci en tout cas pour ce témoignage qui s'ajoute à tous les autres. Et maintenant, je vais me tourner vers Ahmed Bouerden de Challes-les-Eaux, qui est connu déjà sur notre antenne pour avoir participé à des émissions et qui est chercheur en histoire. Quel est votre point de vue sur tout ce qu'on a évoqué sur cette problématique ? On nous apprend en histoire à prendre de la distance, à regarder les choses de loin, parce qu'on ne se voit jamais beaucoup bien, ne serait-ce que dans un miroir lorsqu'on est plaqué dessus. Mais l'actualité aujourd'hui, je parlerai d'aujourd'hui. J'ai assisté à un moment où j'ai compris, curieusement, je ne suis pas tout jeune, mais le sens de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Liberté, les gens se manifestaient pour cette liberté d'expression, mais aussi la liberté de conscience. Et ensuite, cette égalité, j'ai vu des gens qui étaient de couleurs différentes, d'âges différents, mais qui avaient une égalité dans le rapport, et enfin une fraternité. Parce que c'est le mot peut-être qui a pris vraiment sens aujourd'hui. Alors ensuite, j'aimerais dire qu'en tant que citoyen, maintenant on est obligé de le dire lorsqu'on s'appelle Ahmed, puisque je m'appelle Ahmed, et quand j'ai vu que l'une des victimes s'appelait Ahmed, ça a forcément eu un écho sur le plan émotionnel intérieurement. Dire que aujourd'hui j'ai une double peur en tant que musulman, justement d'être confondu avec des assassins. Et ensuite, en tant que citoyen français qui va devoir se justifier sur sa citoyenneté. Et là, on va se retrouver dans une surenchère sémantique où il faudra enfin, et là j'en appelle à la responsabilité des médias de manière générale, parce qu'ils ont une très grande responsabilité justement sur la question de la sémantique, de ne plus parler de communauté religieuse, mais de parler de communauté nationale et de parler de composantes religieuses. Les termes ont un sens. À force d'avoir dit que les intégristes étaient des musulmans, à force d'avoir dit que des terroristes étaient musulmans, aujourd'hui on a malheureusement l'impression que dès qu'on dit musulman, on a un terroriste en tête. Donc rappelez encore une fois qu'il y a une communauté nationale, on l'a bien vu aujourd'hui, il y avait une communauté nationale qui s'est exprimée. Il y avait des composantes religieuses, mais enfin, encore une fois, là, on appelait aux médias de faire très attention, peut-être de reprendre un dictionnaire quand ils écrivent leurs articles, parce que les mots ont un sens. Et vous pensez vraiment que ça va pouvoir être un révélateur, justement, malgré, bien sûr, dans une tragédie, mais si on peut en tirer du positif ? Oui. Il faut en tirer du positif, il faut être optimiste, parce que si on ne l'est pas aujourd'hui, quand est-ce qu'on le sera ? J'allais dire le pessimisme est vraiment la maladie du siècle, et j'allais dire peut-être même aussi des Français. Encore récemment, j'entendais une statistique, enfin un sondage, comme il peut y en avoir, comme quoi les Français étaient parmi les plus pessimistes au monde. Mais il faudrait peut-être que les Français se rendent la chance de vivre en France et d'être français. La chance de pouvoir sortir de chez soi, d'aller à l'école et sans avoir la crainte qu'une bombe explose. Le bonheur de pouvoir, encore une fois, s'exprimer librement dans une radio sans avoir à craindre une police ou une milice, etc. Donc, encore une fois, on a vraiment de la chance d'être en France, de vivre en France, mais en même temps, une responsabilité à partager. Et je le dis bien, non seulement aux politiques, mais aussi aux médias. Et encore une fois, parce que les médias ont un rôle fondamental dans le moment actuel, j'en appelle vraiment à la responsabilité. Encore une fois, il ne s'agit pas de dénoncer les gens, mais simplement de reprendre peut-être un dictionnaire et de faire des nuances, parce que des synonymes, il y en a, ils n'ont pas tous le même sens. Il y a une subtilité, des nuances à réapprendre, je crois. Merci encore, Ahmed. Et maintenant, Alain Lançon veut nous apporter un message. Alain. Oui, tout à fait d'accord avec ce que Ahmed vient de dire, et je crois qu'il y a des craintes qui sont importantes. Je crois que aussi, il ne faut pas oublier non plus la composante juive qui a été aussi attaquée ces jours derniers. Moi, je n'oublie pas non plus les policiers, parmi lesquels, effectivement, il y avait aussi quelqu'un de confession musulmane. Bien évidemment, il y avait aussi dans les victimes déjà aussi des chrétiens. Il me semble que ce qui se passe en ce moment est complètement d'accord avec vous pour dire que les composantes religieuses et la communauté nationale, c'est important. Je crois par contre que ce que l'on vit en ce moment, c'est à la fois très émouvant, très touchant, et pour quelqu'un d'un peu plus âgé comme je le suis,
on peut retrouver un certain nombre d'espoirs qui ont été dans notre jeunesse. Mais moi, personnellement, je voudrais dire que on va pas se laisser tuer l'espoir qui est né aujourd'hui. Et je pense que c'est très important. Merci à tout le monde. Nous reprendrons le cours de notre émission après un intermède sur le témoignage de Georges Million, qui est dessinateur pour le Dauphiné libéré, qu'il a été pour Témoignages chrétiens, que j'ai pu interviewer il y a 2-3 jours, je ne sais plus, qui est déjà passé d'ailleurs sur le plan national, qui va nous apporter son propre témoignage. Georges Million, vous êtes dessinateur de presse pour le Dauphiné, vous l'avez été pour le Témoignage chrétien également de nombreuses années. Je pense que vous êtes vraiment touché par ce qui s'est passé justement à Charlie Hebdo. Je dois dire que hier, j'avais difficile à témoigner parce que j'étais vraiment en état de stupéfaction en disant c'est pas vrai. J'ai repensé au 11 septembre parce que j'ai dit c'est un peu on était tous en train de s'imaginer, de dire mais c'est vrai ou c'est pas vrai quoi. Après c'était la tristesse, l'écœurement, la colère. Et bien sûr ça représente, il y a à la fois les médias, le journalisme et puis cette forme d'expression très spéciale qu'est le dessin, et vous êtes plus spécialement concerné. Mais en plus je connaissais tous les dessinateurs parce que c'est comme c'est tous des anciens, à part Charme que je connaissais très peu, que j'avais rencontré une fois ou deux, les autres je les avais connus. Tinius on se voyait régulièrement dans des festivals, enfin voilà quoi. Et Cabu on s'était rencontrés à Chambéry en plus la première fois. Dans quelles circonstances vous avez pu rencontrer Cabu à Chambéry ? C'était au salon de la bande dessinée, un des tout premiers dans les années 77-78 par là. Alors justement, Cabu, Wolinski, c'est des grands noms qui ont pu vous inspirer vous-même, mais qu'est-ce qui fait la force du dessin dans l'actualité à vos yeux ? On m'a déjà dit d'ailleurs souvent, même les lecteurs me disent, c'est qu'en quelques traits, vous arrivez à résumer des fois toute une situation. Au lieu d'un grand article, en quelques traits de dessin, on a tout compris et vous avez tout dit. Et cette atteinte justement à cette expression qui est on ne peut plus libre, comme l'était bien sûr celle de Cabu notamment, vous atteint au plus profond de vous-même ? C'est sûr, parce que c'est vraiment la dernière chose auquel on devrait s'attaquer, c'est la liberté d'expression, mais surtout le dessin et l'humour. C'est aussi l'humour qui est la dérision qui est attaquée, là. Justement, quel plus bel hommage on pourrait rendre à ces humoristes qu'ils étaient. On est triste, bien sûr, mais ils portaient en eux, une sorte d'espoir. Oui, en même temps, c'est des grands gamins, je veux dire, on est tous des grands gamins quand on fait ce métier. Bien sûr, on est journaliste, on analyse l'actualité et on fait des dessins, c'est sérieux quelque part. Mais en même temps, on le fait par le dessin, donc c'est comme un humoriste, je veux dire, quelque part, c'est vu d'une autre façon, c'est vu avec un autre regard qu'un analyste politique, même si on fait de l'analyse politique aussi dans nos dessins. Et c'est symbolique un peu justement que c'est cet humour-là qui a été touché en premier. C'est ce que je dis, c'est l'humour qui est en train d'être attaqué, de la liberté totale, mais en même temps l'humour. Et je me dis que actuellement, mis à part cet événement, je sais pas ce que ferait Coluche ou des proches à notre époque s'il n'y aurait pas des procès à tour de bras. Et parce qu'il y a cet attentat, mais il y a aussi toutes les atteintes aussi à la liberté d'expression qui peuvent être plus quotidiennes et moins dramatiques. Et est-ce que pour vous, c'est un frein, ou est-ce que vous allez maintenir la même façon d'aborder les choses, bien dans l'actualité régionale à travers le Dauphiné que nationale ? Je veux dire que j'espère que c'est pas un frein, qu'au contraire, c'est ce qu'ils voudraient, ces gens-là. Mais qu'au contraire, il y aura des gens derrière pour reprendre le flambeau et qu'on continuera à dire ce qu'on a envie de dire et ce qu'on pense. Et ils ne seront pas les vainqueurs, ces gens-là. Il faut pas qu'ils deviennent... Mais il faut que les gens se réveillent et là, ce qu'il y a au moins une chose, c'est que les gens sont aperçus ce que c'était que la liberté d'expression et qu'elle était précieuse et qu'il faut qu'on arrête de s'auto-censurer certaines fois. Il faut qu'on dise les choses complètement maintenant. Georges Million, donc je rappelle, qui est dessinateur, caricaturiste pour le Dauphiné libéré, qu'il a été aussi pour Témoignages chrétiens, qui est d'Albertville en Savoie et qui nous a parlé de cet humour qui est aussi bien sûr au cœur du sujet qui a été mis en cause. Alors peut-être maintenant, après tous ces témoignages, tout ce fil de la journée qui s'est déroulé, Laurent Batler, professeur de philosophie au lycée Vaugelas, un regard sous l'angle de la philosophie, Laurent ?
Alors moi j'avais envie de dire, à la suite de la manifestation d'aujourd'hui, qu'on est face à un phénomène extrêmement complexe. Le reportage qu'on vient d'écouter parlait de la liberté d'expression. Bien sûr que ce qui est arrivé nous rappelle l'immense importance de la liberté d'expression, mais ce n'est pas la première fois qu'elle est mise en cause. Et les précédentes fois, quand il y a eu par exemple des attaques contre des pièces de théâtre qui étaient très irrespectueuses, ça n'a pas provoqué cette émotion-là. Et dans la manifestation, je me demandais ça, pourquoi cette réaction si forte à cette occasion-là, parce qu'en plus de remettre en cause la liberté d'expression, il me semble, ça a été quelque chose comme un acte de guerre, et il y avait dans la manifestation des gens avec une pancarte qui disait « Je suis la paix ». Et donc les gens ont défilé aujourd'hui et avec l'idée de défendre deux valeurs importantes, la liberté et la paix. Mais c'est pas gagné de défendre les deux en même temps. Le plus dur reste à faire, c'est vrai. Aujourd'hui, nous étions tous réunis, tous unis, mais il faut poursuivre ça parce que défendre la liberté suppose parfois que l'on emploie la force, alors que la paix, au contraire, elle suppose qu'on puisse mettre de côté la force. Oui, et alors une question qui m'est venue en vous écoutant, il y a aussi dans ces manifestations les panneaux « Je suis Charlie »,« Nous sommes Charlie ». Quelle signification ça a pour vous ? C'est extraordinaire. Alors d'abord, dans l'histoire de ce phénomène, je ne sais pas trop comment ça a émergé. Pourquoi le « je suis », le verbe « je suis » est très fort, c'est revendiquer une identité. Donc voilà, la question de l'identité est extrêmement problématique. Finalement, on la cherche tous un peu, notre identité, et tout au long de notre vie, qui sommes-nous vraiment ? Eh bien, nous sommes ce que les grands événements ont fait de nous, et on a eu l'impression que ce qui s'est passé mercredi, voilà, ça va marquer notre vie, ça va marquer ce que l'on est. Moi j'ai eu envie de dire à mes enfants et à mes élèves, vous vous souviendrez de ce jour dans 10, 15, 20 ans, vous vous en souviendrez. C'est pour ça, je suis. Rodolphe, oui. Yvan, Rodolphe, faut m'excuser, deux prénoms pour un nom. Une réaction. Comme quoi on peut être unis, hein. deux en un, on est tous ensemble. Non, juste un petit truc sur le Je suis Charlie, parce que c'est une toute petite anecdote, mais en fait, l'origine du logo Je suis Charlie, c'est un graphiste de Lyon qui a envoyé ça sur Twitter parce qu'il savait pas comment autrement réagir. Il a utilisé ça et finalement ça a été approprié par tout le monde, comme quoi quelque chose de relativement simple, d'un message hyper simple peut être collectif. Et qui inspire une nouvelle réaction d'Irène. Et tout à fait, ça rappelle aussi la chute du mur de Berlin, où on disait « Ich bin ein Berliner », je suis berlinois, et c'était une manière mondiale de montrer que nous nous identifions à ce magnifique geste de réunification et de liberté. Alors on a vu l'aspect philosophique, de la philosophie à l'histoire, il y a un même recul, Ahmed ? De la philosophie à l'histoire, oui, je dirais que ce qui relie, c'est l'humain. Le ressenti, la pensée, et puis je dirais aussi, pour revenir sur le Ich bin ein Berliner de Kennedy, ou encore le Je suis Charlie, qui n'est pas aussi évident que cela, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment de l'affaire du 11 septembre, il y avait un journaliste qui avait lancé « Nous sommes tous des Américains ». Et vous savez que dire « Nous sommes des Américains » durant le 11 septembre, vu les événements au Proche-Orient, et on sait combien les Américains ont une responsabilité dans l'état du monde aujourd'hui, notamment au Proche-Orient, je rappellerai juste, et ça vous comprendrez pourquoi c'était difficile à l'époque de dire « Je suis Américain », c'est que Al-Qaïda est né juste après la première intervention américaine de la guerre du Golfe, après 91. Le Daesh a commencé à naître après la deuxième intervention, donc en Irak, avec la destruction totale de l'appareil d'État irakien. Et puis ensuite, on a vu AQMI naître avec la destruction de l'appareil d'État libyen. Ce que je veux dire par là, c'est que au-delà des réalités, il y a des symboles. Moi, quand j'ai vu Je suis Charlie, je me suis dit je suis Ahmed. Parce qu'une des victimes s'appelait Ahmed, et en plus je m'appelais Ahmed. Je me suis identifié à lui, mais bien sûr je me suis identifié à Cabu, parce que Cabu, c'est récré à deux. Je veux dire, moi je suis de cette génération-là. Je me rappelais ce grand gamin qui faisait des dessins, excusez-moi du terme, du caca prout comme ça, un peu qui n'avait pas grandi et qui était très sympathique. Et pour moi maintenant il est parti, et évidemment que ça m'a touché. Mais encore au-delà du Ich bin ein Berliner, je suis Charlie, il faudrait peut-être, il y a quelque chose d'au-delà de ça pour aller encore plus loin, c'est je suis humain. Je suis humain, Laurent Batler. Juste pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Ahmed. Je dirais juste qu'il n'y a aucune victime qui s'appelait Charlie. Et donc le Charlie, c'est pas un individu particulier, c'est l'idée. Hein. Et donc Je suis Charlie, c'est l'idée vit toujours.
Oui, et puis vous parlez de Cabu, Ahmed, Cabu, Wolinski, d'autres autres caricaturistes qui ont payé de leur vie, en quelque sorte, leur impertinence en publiant certains de leurs dessins. Ils ont exprimé des idées qu'on partage ou qu'on ne partage pas, mais au-delà de cela, il y a toujours, souvent en tout cas, une part de vérité qui se dégage dans une caricature, n'est-ce pas, Ahmed ? Oui, mais quand on dit caricature, on essentialise. Quand on parle de la caricature, vous savez, la caricature a été utilisée même dans des régimes dictatoriaux. Donc quand on parle de la caricature, c'est vraiment l'idée peut-être de la liberté, la vraie caricature. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est quand on disait « je suis Charlie », si vous voulez, il y a, n'oubliez pas que c'est un événement qui va avoir un écho mondial. Et vous allez voir beaucoup de pays qui sont concernés directement, notamment les pays musulmans, qui donc vont être concernés par la question, et ils vont commencer à se poser la question « pourquoi Charlie ?» Et à un moment donné, ils vont arriver au Charlie Hebdo, et justement, à pas tous les caricatures de Charlie, mais certains dessins qui ont marqué, qui ont choqué les musulmans dans leur intimité. Là, le dialogue est trop long, enfin, on pourrait développer les raisons pour lesquelles. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en disant « je suis Charlie », évidemment, j'ai bien compris le symbolique, et je le dis honnêtement, bon, je suis Charlie, même si je n'ai pas partagé certains dessins, je dis bien de quelques-uns des journalistes, mais aujourd'hui, le sens de Charlie a changé, évidemment, mais il va y avoir aussi une explication pédagogique qui va se faire, puisque l'événement, il n'est pas franco-français. On l'a bien vu, il est même plus qu'au-delà de l'Europe, il est mondial. Oui, mais Ahmed, j'en profite pour rebondir. Peut-être qu'on passera la parole à Laurent pour qu'il vous réponde. Mais vous parlez du 11 septembre, des conséquences qu'il y a eu derrière, justement pour l'événement de cette fois-ci. Est-ce que vous craignez justement des amalgames qui feraient qu'on ait des conséquences dans le futur ? Très honnêtement, on a les moyens d'empêcher ces amalgames. Le peuple français, et là je le dis, on est dans un sentiment un peu national. Aujourd'hui, on parle de peuple, on parle de communauté nationale. Allons-y, parce que ça existe. On a les moyens intellectuels, on a les moyens artistiques, on a les moyens médiatiques d'éviter les amalgames. Maintenant, s'il y a des amalgames, c'est qu'il y en a qui le veulent et que ça les arrange bien. C'est très important. Il ne faut plus uniquement penser que ce sont des accidents ou des erreurs de langage. Il y a des gens qui manient très bien le verbe et suffisamment bien pour essayer de provoquer la zizanie. On va souvent mettre ça sur le dos, sur le compte de la création, etc., ou peut-être sur les effets littéraires, etc. Mais il y a quand même une certaine responsabilité à avoir. J'aimerais juste dire juste une chose, c'est que personnellement, quand j'ai vu cet attentat, j'ai eu peur. Bon, comme tout le monde, j'ai eu une petite angoisse qui a commencé à monter. Il a fallu quelques minutes, peut-être même plus 1 heure pour la dissiper. Et en même temps, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que doivent vivre les Syriens ? Qu'est-ce que doivent vivre les Irakiens ? Qu'est-ce que doivent vivre des millions de personnes à travers le monde ? Et il nous a fallu cet attentat pour peut-être nous rendre compte qu'on n'a peut-être pas suffisamment cette idée en place que nous avons un droit de citoyen de demander à nos dirigeants politiques d'agir pour un mieux vivre ensemble, non seulement sur le plan national, mais aussi international. Merci encore. Et Laurent Baclin, je crois que vous vouliez rebondir à nouveau sur « Je suis Charlie ». Sur le « Je suis Charlie ». Je me souviens qu'au moment du 11 septembre, ce qui était arrivé était tellement incroyable qu'on n'avait pas de mots en fait pour le désigner. Et c'était pas vraiment une attaque, quoi. C'était plus qu'une attaque. C'était pas vraiment un attentat, c'était plus qu'un attentat. Et on a forgé cette expression le 11 septembre. Et je pense que le « Je suis Charlie » va fonctionner un peu comme ça. On est face à quelque chose que l'esprit ne comprend pas, donc on a besoin d'un nouveau mot, d'une nouvelle expression. Voilà. Irène, un mot ? Oui, j'ajoute qu'effectivement, beaucoup de personnes étaient choquées parfois par les dessins de Charlie Hebdo, qui poussaient un peu à mémé dans les orties, on va dire, pour le moins. Et moi, j'ai croisé comme ça une dame fort âgée qui achetait plutôt le Figaro que Charlie Hebdo et qui me disait moi-même aller acheter peut-être pour la première fois de sa vie Charlie Hebdo mercredi dès 7h du matin, tant elle adhérait au principe de la possibilité de rire de tout, y compris peut-être du sacré qui t'a blessé, effectivement. Mais rire, c'est pointer en nous ce que nous sommes et au fond, parfois si faibles et si misérables, y compris dans notre foi. Et Alain Lançon voulait s'exprimer, je crois. Oui, sur le « Je suis Charlie », simplement, moi je le lis comme je suis pour la liberté. Et par rapport à ce que notre ami Ahmed nous disait, moi je l'ai lu comme ça, parce que je ne sais pas si on peut l'assimiler au 11 septembre, etc. Mais lorsque je vois les personnes avec « Je suis Charlie », je pense qu'ils sont sur la liberté et la liberté de penser. Yvan également. Par contre, je voulais simplement aussi compléter par rapport à ce que dit Ahmed. Je crois que malheureusement, il faut un événement comme celui-là pour que nous, en France, on s'imagine
ce que c'est que la guerre. Et moi, je pensais aussi à tout ce qui s'est passé depuis 10 ans en Afghanistan, en Syrie, en Libye. Donc je crois que c'est très important parce que il a fallu qu'un événement se passe en France pour qu'il y ait une mobilisation et quelque part je crois qu'il faut qu'on arrive à réussir la solidarité au-delà de cette violence. Vraiment j'ai eu cette pensée aussi pour vous. Bruno Michaud, cette solidarité, elle est essentielle, vous qui êtes délégué. Certainement, cette solidarité est absolument essentielle. L'avenir va passer par cette solidarité. L'avenir va passer par la définition de choses que nous pouvons faire tous ensemble, les citoyens français, mais déclinées en composantes, comme le disait tout à l'heure Ahmed, composantes chrétiennes, composantes musulmanes. Comment ces composantes vont pouvoir encore et surtout de nouveau rebondir pour travailler ensemble et faire que l'entreconnaissance entre nos différentes religions puisse créer un espace de tranquillité, un espace d'amitié, de fraternité. Yvan, encore une digression, on peut dire, sur ce fameux « Je suis Charlie ». Oui, pour dire à quel point nous, on a la chance de pouvoir être Charlie chez nous. J'ai lu le témoignage d'un journaliste marocain, il n'y a pas très très longtemps, qui disait « Je ne suis pas Charlie ». Mais qu'est-ce que j'aimerais être Charlie ? La chance qu'on a en France, c'est ça, c'est qu'on peut tous à un moment être Charlie et aller critiquer les puissants, le pouvoir et toute la représentation. Et il y a d'autres pays où l'autocensure, bien plus que la censure, l'autocensure règne et que les journalistes ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. En France, on a cette chance-là, donc oui, nous sommes des Charlie et dans tout un tas de pays, on aimerait bien pouvoir être Charlie. Oui, en France, bien sûr, on a la chance d'avoir la liberté d'expression. En tant que journaliste, malgré tout, il faut toujours veiller au grain, où que l'on soit, à Chambéry comme à Paris, comme partout, à travers le monde. C'est vraiment une liberté essentielle qu'on doit protéger tous les jours parce qu'elle peut être mise en cause. Et je tiens à le dire moi-même en tant que journaliste, plus souvent qu'on le croit. Mireille Basset, présidente de RCF Savoie, un mot. Il nous reste quelques minutes encore. Eh bien, moi, je veux dire que cette émission spontanée, cette table ronde est une excellente idée et je pense et j'espère que beaucoup d'auditeurs nous auront écoutés. Alain, encore peut-être une conclusion vue de votre côté en tant que réalisateur de RCF Savoie. Oui, c'est difficile parce que je crois qu'autour de cette table, il y a de l'émotion, il s'est dit beaucoup de choses. Ça nous a permis un échange, mais moi je reste quand même sur la foule immense qui était dans les rues de Chambéry cet après-midi, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, était digne et dans lequel on trouvait absolument toutes les générations. J'ai vraiment envie de faire un appel aux plus jeunes d'entre nous, en leur disant que la solidarité, la reconnaissance de l'autre, c'est très important, et que en tant que chrétien, et c'est aujourd'hui le titre de notre nouvelle série, il faut absolument qu'on reste citoyen du monde en même temps qu'être solidaire, mais c'était très émouvant cette journée et l'émission aussi, et je vous remercie bien sûr de l'avoir réalisée. Je rebondis effectivement sur le thème chrétien. Nous sommes radio chrétienne francophone et c'est bien à ce titre que nous étions là, à l'écoute de tous, pour vraiment rendre compte de l'événement. Laurent Batler, au titre de la philosophie, encore un mot de conclusion peut-être ? Très rapidement, à l'occasion de cet événement, j'ai cherché dans les textes philosophiques des idées qui pouvaient nous aider à comprendre ce qui nous arrivait. J'ai ouvert bien sûr mes livres de Voltaire, son traité sur la tolérance de 1763, et on trouve dans son traité sur la tolérance, moi j'avais oublié ça, une prière adressée à Dieu. Voltaire s'adressant à Dieu, et qu'est-ce qu'il demande à Dieu ? Il demande à Dieu, donne-nous la tolérance. Et il le dit dans ces termes, c'est très très beau, je vous le lis tel qu'il l'a écrit. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et des mains pour nous égorger. Fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d'une vie pénible et passagère.
que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux, et si égales devant toi, que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution, puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. Une très belle conclusion, effectivement, de Voltaire à Charlie, si l'on peut dire, Ahmed. Oui, Voltaire savait de quoi il parlait. Hein. Il était dans une période où on sortait justement d'une situation politique, d'une histoire de France. Elle est dans une période de transition. Et en même temps, j'aimerais citer un autre personnage qui a occupé ces 12 dernières années de ma vie, l'émir Abdelkader. Donc, en juillet 1860, il y a eu des émeutes, celles qu'on a appelées par la suite les émeutes antichrétiennes, et au cours de laquelle donc, il a sauvé plusieurs milliers de chrétiens. Donc, il est musulman, exilé à Damas, et au cours d'une émeute, plusieurs milliers de chrétiens vont périr. Et on le dira par la suite qu'il est peut-être lui, grâce à lui, il y a encore une communauté, des communautés composantes là, donc encore des chrétiens au Proche-Orient. Et lorsqu'on lui a posé la question « Pourquoi vous avez fait cela ?», il a dit tout simplement « Par respect de la loi mohammedienne et par devoir d'humanité ». Donc il a aligné à la fois la sharia mohammadiya, pour parler en arabe, donc la loi mohammedienne, et hukuk al-insaniya, donc les droits de l'humanité en arabe, donc aligné la religion avec les droits de l'homme, et tout ça, nous étions en 1862. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Je rappelle cette émission spéciale avec le rassemblement à Chambéry, 20 000 personnes, 3 000 à Albertville, et nous allons conclure avec une rediffusion de l'invité de la rédaction de vendredi dernier. Il faut le resituer dans son contexte, à ce jour-là, de Jean-Marc Canova, président du Club de la presse des Pays de Savoie, n'est-ce pas William ? Oui, tout à fait, pour terminer donc cette émission spéciale suite aux nombreux rassemblements en France, mais également en Savoie, rassemblement exceptionnel à Chambéry avec entre 10 000 et 20 000 personnes présentes. Merci à Bruno Fournier qui, pour cette table ronde, avait pour invité Alain Lançon, Bruno Michaud, Ahmed Bouyerden, Yvan Rodolphe, Laurent et Irène Bacler et Mireille Basset. On conclut donc avec Jean-Marc Canova au micro de Bruno Fournier. Jean-Marc Canova, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Club de la presse des Pays de Savoie, mais également président de l'Union des clubs de la presse de français francophones. Nous pourrons d'ailleurs préciser en quoi cela consiste. Mais tout d'abord, j'aurais aimé connaître, pour nos auditeurs, votre première réaction après les événements de mercredi dernier à Charlie Hebdo. Alors c'était d'abord de la colère. Hein. C'est la première fois dans le monde qu'une rédaction comme ça est visée. C'était d'abord la colère, comme je l'ai dit, mais c'était aussi l'indignation. Pourquoi s'en prendre comme ça à une rédaction au moment de sa réunion hebdomadaire ? On ne sait pas encore exactement ce qu'il en est. On savait que Charlie Hebdo était visé par certains intégristes qui n'avaient pas supporté en particulier les caricatures de Mahomet en 2007, ce qui avait entraîné une protection policière qui s'est révélée inefficace, puisque malheureusement il y a aussi 2 policiers qui étaient présents sur les lieux qui ont été eux aussi exécutés. 12 morts, on peut le rappeler, qui ont provoqué un mouvement unanime en France derrière eux, et notamment à Chambéry avec, on l'a vu hier, un rassemblement de 3000 personnes devant l'hôtel de ville auquel vous participiez, et vous êtes intervenu d'ailleurs en tant que président du Club de la presse. Quel a été votre message ? Eh bien, c'était déjà de dire que ce n'est pas seulement la presse qui était sous le choc de ce qui s'était passé, mais c'était la France entière, et ça se voyait avec ces 3000 personnes qui étaient là hier midi, mais il y en avait aussi 1 millier avant-hier soir sur la même place de l'hôtel de ville à Chambéry. Donc c'était pour dire aussi que rien ne justifie cette barbarie, hein. C'est une véritable révolte que l'on a bien senti, hein. C'était un moment poignant. Et cette exécution, on peut pas parler d'attentat terroriste. On doit parler d'une exécution, une véritable exécution. Quand on tue un journaliste, c'est en fait la liberté de la presse qu'on assassine, hein. La liberté d'information et d'expression a été gravement bafouée une fois de plus, hein, mais cette fois c'était dans le sang.
Alors, comme le disait un représentant de Reporters sans frontières, dont le club de la presse des Pays de Savoie est le représentant régional, le représentant de Reporters sans frontières disait « Attaquer une rédaction à l'arme lourde, c'est le type de violence que l'on voit en Irak, en Somalie ou au Pakistan, mais on l'avait encore jamais vu en France. » Est-ce qu'il fallait s'attendre à un tel geste? Sans aucun doute, puisque, comme je le disais, Charlie Hebdo était quand même visé et menacé de manière régulière, mais on ne peut pas mettre un policier derrière chaque journaliste, c'est pas possible. Et de toutes les façons, face à la détermination de certains, ça servirait absolument à rien. Alors c'est vrai que Charlie Hebdo était connu dans le monde entier pour ses dessins satiriques, mais le journal a toujours mis en avant son combat pour la liberté d'expression. Effectivement, Charlie Hebdo a sa façon, comme d'autres d'une autre manière, mais c'est toujours la liberté d'expression qui est en cause, et tout journaliste doit se sentir concerné. Oui, absolument. En fait, on doit s'incliner devant la mémoire de nos confrères qui ont été tués. Et ces confrères mettaient leur intelligence et leur talent au service de l'information. Alors, ils traitaient à leur manière les sujets parfois les plus désespérants. Voilà. Et à propos de talent, vous avez vous-même, sans l'avoir véritablement connu, un contact un peu privilégié avec Cabu. Plus qu'un contact avec Cabu, c'est un point commun, puisque nous avons, à quelques années d'intervalle, tout d'abord fréquenté le même lycée public à Châlons-sur-Marne, une ville d'où il était originaire. Donc, quand je suis arrivé dans ce lycée en seconde, tout le monde parlait de Cabu, parlait du Grand Duduche qui était sorti en bande dessinée, qui parlait de la fille du proviseur dont il devait sans doute être secrètement amoureux. Et puis après, j'ai eu un autre point commun avec lui, c'est que nous avons travaillé tous les deux dans le même journal, mais toujours avec un décalage d'une dizaine d'années, qui est toujours l'Union de Reims. Lui, dès l'âge de 16 ans, faisant des dessins caricaturaux, et puis moi j'étais rentré comme journaliste. Bien sûr, c'est plus spécialement toute la famille des médias, de la presse, des journalistes qui est touchée. Jean-Marc Canova, vous qui présidez le club de la presse des Pays de Savoie, justement dans ce contexte, quel est le rôle d'une association comme la vôtre ? Le club, il est d'abord là pour défendre les intérêts de la profession de journaliste, pas à un titre individuel, mais globalement. Mais également de nous entraider et parfois d'expliquer les choses. Mais là, par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer. Et d'ailleurs, on l'a vu dans ce contexte, les clubs de la presse en général, celui des Pays de Savoie, bien sûr, mais aussi d'autres clubs en France se sont mobilisés. Ça met l'accent aussi sur l'union des clubs de la presse de France et francophones que vous présidez actuellement. Oui, tout à fait. Les 29 clubs de la presse de France, mais également des pays francophones, se sont tout de suite mobilisés. J'ai été l'auteur et destinataire d'un certain nombre de mails toute la soirée, toute une partie de la nuit et toute la journée d'hier. Et on a senti que vraiment il y avait une volonté de se retrouver, de se rassembler, et j'allais dire un peu de se tenir chaud. En conclusion, quel serait votre message à nos auditeurs, à nos lecteurs, à tous ceux qui suivent les médias? Moi, je pense que nous devons, avec force, protéger tous nos médias, et surtout les plus fragiles, quand ils décident d'être indépendants des pouvoirs idéologiques. Et il faut bien dire les choses comme elles sont. Eh bien, merci Jean-Marc Canova. Je rappelle que vous êtes président du Club de la presse des Pays de Savoie et président aussi de l'UCP2F, Union des clubs de la presse de France et francophones. Merci encore. Merci à vous. Jean-Marc Canova au micro de Bruno Fournier pour conclure cette émission. Bruno Fournier qui reviendra bien sûr sur l'actualité et ces rassemblements organisés en Savoie dès demain à partir de 7h. Il est 18h sur RCF. Vos informations. RCF.